Europe 1, la France bouge. 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle France bouge au service de l'entrepreneuriat, des startups et des pépites françaises. Ce soir, une entreprise familiale dédiée à la salle de bain. Ouais, ça peut vous paraître étonnant et pourtant, il y a tant à dire. Elle est née il y a 45 ans sous le nom du comptoir de la robinetterie à Étain dans la Meuse. Aujourd'hui, ce sont près de 200 salariés et son autre spécialité à cette boîte, c'est de racheter et de sauver des entreprises françaises. Bonsoir Tristan Rodriguez. Bonsoir. Bienvenue dans la France Bouge. Vous êtes le vice-président du groupe Kramer. Vous nous expliquerez aussi pourquoi ça s'appelle Kramer Tout à fait. aujourd'hui. Europe 1, 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Mathieu qui clame le Made in France. Mais oui, parce que ce soir, comme chaque soir dans la France Bouge, une entreprise française. Et ce soir, j'ai la joie de recevoir le patron d'une entreprise, non seulement française, mais aussi familiale, qui est passé de petit à presque, j'ai envie de dire, un grand fleuron bientôt de l'industrie française. la France bouge. Il fait tourner la boîte. Vous faites tourner le groupe Kramer, Tristan Rodriguez. Le groupe Kramer, je pense que c'est assez inconnu pour la plupart d'entre nous. Mais pourtant, dans cette France Bouge ce soir sur Europe 1, on va découvrir cette entreprise française, labellisée entreprise du patrimoine vivant. Ça aussi, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, je vous laisse pitcher pendant une minute. Le groupe Kramer, c'est quoi ? Avec plaisir. Le groupe Kramer, pour faire simple, c'est un groupe industriel français spécialisé dans la fabrication de robinetterie et de céramique sanitaire et qui s'est donné pour mission de placer l'humain au cœur de son écosystème et de protéger, transmettre et de faire rayonner le savoir-faire français. C'est une mission en soi assez ambitieuse, mais c'est ce que nous faisons grâce aujourd'hui à nos 200 salariés. On sera 260 à la fin de l'année. Une présence en France et à l'international et sur différents sites français, donc à Étain, dans la Meuse, site historique de la marque Kramer, un autre à Bar en Alsace qui est le site d'Aurus, robinetterie et céramique de luxe, et le site qui a fait beaucoup parler de nous aussi ces dernières années, malgré que le fait que Kramer soit encore méconnu, c'est le sauvetage de l'usine donc dans le Jura, Jacob de Lafont, ex-Jacob de Lafont, devenue la Jurassienne de céramique. Génial. Merci pour votre pitch, Tristan Rodriguez, vice-président du groupe Kramer. Donc 3 entreprises dans le groupe, si je comprends bien. C'est ça, on va dire plutôt 3 divisions. Donc nous avons une grosse division MDD depuis le départ au sein de notre société. Nous accompagnons les plus grands groupes de distribution français. On peut citer Saint-Gobain, Tereva, où on fabrique aujourd'hui énormément sous leur marque, notamment si on peut citer la marque Saint-Gobain Alterna, qui est spécialisée elle aussi dans le sanitaire. Donc on va dire que 60-70% de ce qui est fabriqué sous la marque Alterna est fabriqué par le groupe Kramer, robinetterie et de plus en plus en céramique. Ensuite, on a notre marque Kramer plutôt à destination du grand public, donc vous allez retrouver ça dans des enseignes de bricolage très connues. Et également donc Aurus, spécialisée ça c'est le haut de gamme. Hein. Effectivement, Aurus, donc qui est labellisée EPV et qui elle est présente donc en France et à l'international. C'est aujourd'hui quasiment 60% de son chiffre à l'international. On va revenir un petit peu sur l'histoire parce que moi j'adore ces histoires où ça démarre entre guillemets de rien et finalement on est en train de parler d'une industrie française. Tout démarre en 1981. Tout à fait, ouais. On est en Lorraine. Oui, tout à fait, ouais. On reste en Lorraine. Et vous y êtes toujours. C'est votre papa. Oui, tout à fait, qui est toujours président de la société. Votre papa fait quoi ? Comment ça démarre en 81 ? Écoutez, déjà à la base, rien à voir. Il est ingénieur informaticien de formation. Il travaille au Luxembourg, il gagne très bien sa vie, etc. Mais s'ennuie royalement et décide de s'impliquer de plus en plus et de créer quelque chose, donc de reprendre une entreprise. Il se trouve que dans sa société, parmi ses clients, la plus petite société est le comptoir de la robinetterie. Donc effectivement, l'histoire naît de la rencontre entre Manuel Rodriguez. Donc c'était son client, le comptoir de la robinetterie ? Oui, tout à fait. Alors qu'il quand lui accompagnait bossait dans l'informatique. Alors pas dans l'informatique, il était, excusez-moi, dans un cabinet de conseil plutôt. D'accord. Il a accompagné des créations de boîtes comme Arthur Bonnet, le cabinet dans lequel travaillait Manuel Rodriguez. Et puis à un moment donné, voilà, il décide de sauter le pas. Donc il se rapproche du comptoir de la robinetterie qui était son plus petit client. Il dit écoutez, moi j'aimerais beaucoup intégrer la société. Il dit écoutez monsieur Rodriguez, j'ai pas les moyens de vous payer. C'est pas possible. Il dit écoutez, je rentre comme directeur commercial et on se fait un deal. Je vous reprends la boîte avec un pacte d'associés X années. Mais à l'époque
l'époque, la boîte faisait peut-être, allez, vous me pardonnerez, excuserez mon jeune âge, mais je fais la conversion franc-euro et pas encore. 6,7797. Voilà, exactement, mais c'était l'équivalent, allez, si on doit traduire aujourd'hui ça en euros, de 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui reste honorable, mais qui était plutôt à taille PME. Donc il n'y a personne qui s'y connaît dans la robinetterie à la base chez vous? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi je suis tombé dedans depuis que je suis petit. Donc voilà, donc votre père rachète cette petite entreprise, donc à l'origine qui s'appelle le comptoir de la robinetterie. Et vous êtes un jeune garçon, et petit à petit vous allez y aller le week-end, passer vos vacances là-bas. Comment ça se passe? J'ai toujours eu une relation très fusionnelle avec mon papa, donc effectivement, voilà, je sais ce que c'est depuis tout petit de passer dans les ateliers, de rencontrer aussi ses savoir-faire petit à petit et de voir aussi l'évolution de cette société, puisque même petit, je voyais déjà la société engager sa transformation. Alors c'était encore une PME avant de devenir un groupe, et j'ai véritablement connu les débuts avec les premiers contrats signés de mon père, avec notamment le groupe Saint-Gobain, qui ont amorcé, et je le dis sincèrement, qui ont amorcé vraiment le succès. Ça a été le premier gros client qui permet d'avoir des fondations solides et de bien démarrer. Donc ça marche plutôt bien. Vous auriez pu en rester là. Que se passe-t-il? Je crois que ensuite il y a ce rachat pour donc cette robinetterie grand public, qui est ce groupe allemand qui s'appelle Kramer, c'est ça? Oui, c'est ça, Kramer Armaturen. Pourquoi il a voulu racheter votre père? Parce que ça allait plutôt bien, le comptoir de la robinetterie, on aurait pu en rester là. C'était aussi dans une logique d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles technologies, et effectivement, la passation, enfin, je veux dire, le nom que Kramer a pris le dessus par le rachat, parce que comptoir de la robinetterie, ça faisait un petit peu, c'était la petite société. Ça fait Kramer à l'époque, commerce, j'imagine. dans la ville. Enfin, c'est ça. Et connaissant mon père, il se dit certainement que Kramer était un nom beaucoup plus sérieux, beaucoup plus impactant à l'époque. Et puis ça s'est fait comme ça naturellement, tout à fait. Donc ça s'était racheté. Donc c'est la robinetterie grand public. Donc là, vous commencez à avoir une certaine taille. Et aujourd'hui, et en 2021. Il se passe ce qu'il se passe, c'est-à-dire que vous décidez de racheter l'emblématique, celui qu'on a tous vu dans les salles de bain, l'emblématique Jacob de Lafont. Oui, tout à fait. Alors, pas la marque qui appartient toujours au groupe américain Kohler, mais le site de fabrication, juste pour recontextualiser un petit peu. Moi, j'interviens il y a 10 ans, enfin 12 ans maintenant. Je commence à prendre un petit peu vous avez grandi, vous êtes aux manettes, vous travaillez avec votre père? Non, il y a 12 ans, j'interviens. On est toujours à la tête d'une société, d'une PME française basée à Étain dans la Meuse. Nous, on est originaire de Metz, donc dans l'est de la France, et j'interviens il y a 12 ans, et puis je fais mes armes comme jeune garçon, jeune entrepreneur qui débarque, c'est-à-dire en allant sur le terrain, visiter les magasins, faisant un petit peu, se faisant les dents, et je me souviendrai toujours d'une discussion que j'ai eue avec mon papa. On avait un bureau assez grand à l'époque, et on le partageait à deux, et je le vois dans un coin. Alors, mon père a la réputation d'être un personnage assez énergique et avec beaucoup de personnalité, et je le vois dans un coin en train de rêvasser. Je dis mais tout va bien, et il me dit écoute, je crois qu'on va, excusez-moi l'expression, mais on s'emmerde un peu, quoi. Je veux dire, on est leader effectivement de la MDD, personne nous connaît. Parce que vous vendiez des robinets pour les marques de distributeurs, c'est ça? C'est ça, et on le fait toujours, mais on faisait que ça. On faisait surtout que ça. Donc votre père s'ennuie? En tout cas, voit pas vraiment l'évolution possible comme ça. Moi, je viens d'arriver, et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait ensuite, quoi. Et je me souviendrai toujours de la longue discussion qu'on a eue, mon père et moi. Je donne toujours l'image du film Matrix, vous savez, entre la pilule rouge, pilule bleue. À l'époque, on avait la possibilité de vendre la société, alors pour un petit montant, mais de vendre et de faire autre chose. Et pilule rouge, on s'est dit soit on y va, et on y va pour vraiment passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire croissance externe, etc., etc. Et c'est là que j'interviens. Donc là, on est en 2021, et vous êtes à l'origine? C'est encore avant, mais 2021. En fait, on a eu la seconde étape, c'était il y a 7 ans, donc avec le rachat de la société Horus. C'était la première société que nous rachetons. Enfin, nous devenions une marque, puisque nous avions enfin une marque qui était connue par les plus grands architectes, décorateurs en France et à l'international. Et 2021, donc effectivement. Ça, c'est le très haut de gamme, c'est Horus. Okay. Effectivement, on découvre aussi le label EPV, on en reparlera certainement. Et en 2021, on apprend la fermeture du site historique de Jacob de Lafont, situé dans le Jura, qui existe depuis 1899, et qui a inventé, donc c'est Émile Jacob et Maurice de Lafont qui, sur ce site, ont inventé la salle de bain moderne. Alors, j'aurais pas l'outrecuidance de vous demander de penser à nous la prochaine fois. Si, on pensera à vous. Mais c'est toujours écrit Jacob de Lafont. Vous avez gardé le nom, parce que moi, je me souviens de la salle de bain de mes grands-parents, il y avait écrit Jacob de Lafont. Et là est toute la subtilité, puisque cette société... Ça, c'est la musique d'une des publicités de Jacob de Lafont.
Non ? Certainement. Je vous crois sur parole. Mais la subtilité repose effectivement sur le fait qu'en 86, en fait, la société a été rachetée par un groupe américain qui s'appelle Kohler, qui est un leader mondial aujourd'hui, reconnu. Et en 2021, on apprend que Kohler souhaite en fait supprimer, tout simplement fermer ce site, tout en gardant la marque. Et ça va pas du tout. Et ça ne vous convient pas. Donc là, vous avez envie de la sauver, cette usine, Jacob Delafont. Tout à fait. Et donc, vous prenez le contrôle du site de la Jurassienne de céramique française. On est dans quel coin, là ? Alors, on est à Dole, dans le Jura. Dans le Jura. Oui, d'accord. Et donc là, vous êtes en train de sauver l'usine de la marque iconique du marché de la salle de bain, Jacob Delafont. C'est ça, en fait. Et surtout le site historique où a été inventé énormément de choses, notamment autour de la salle de bain. Et en apprenant la fermeture de ce site, on se dit mais c'est pas possible quoi. Comment nous en plus qui s'inscrivons dans cette logique de sauvetage des savoir-faire, de transmission de ces savoir-faire, de les faire rayonner, on s'est dit c'est comme si je vous donne une image, c'est comme si vous fermiez l'Olympia. C'est pas ça le Playel, c'est pas technologie etc. Mais l'Olympia c'est là où il y a une histoire et surtout des salariés. Enfin il y a de l'humain derrière. Il y a 150 personnes qui étaient engagées. Il faut savoir que le site a connu jusqu'à 800 personnes. Donc on parle de 80 000 mètres carrés de bâtiments. Enfin, c'est un gros bébé. Dans le Jura, à Dole. À Dole, tout à fait, tout à fait. Donc on apprend ça et là rentre, on va dire, la négociation pure et dure. Alors beaucoup disent oui, groupe américain qui vous voyez un petit peu le cliché, l'image. Voilà. Il faut reconnaître une chose, c'est que les Américains ont agi comme des patriotes, c'est-à-dire que quand ils ont des sites partout dans le monde, avant de fermer celui des États-Unis, ils vont fermer celui qui est à l'extérieur, qui n'est pas le leur, donc, de leur pays. Voilà. Donc, mais par contre, voilà, d'irréductibles gaulois se sont mis un petit peu en travers, et grâce à l'appui, je dirais politique, puisqu'on a été à l'époque appuyé par Jean Castex, Premier ministre, Bruno Le Maire, tout à fait, et toutes les ministre de l'économie. Tout à fait. On peut citer aussi François Auméry, le président de la CFE-CGC, qui s'est beaucoup impliqué avec nous. Et bien sûr, les salariés et le territoire, la présidente de région, effectivement. Ce qui est intéressant, Tristan Rodriguez, c'est que vous vous êtes emparé, vous vous êtes senti investi d'une mission de sauver la France, en quelque sorte. C'est sauver le patrimoine français que de sauver cette usine de Jacob Delafont. Tout à fait. Et on part du principe aussi qu'un savoir-faire disparaît, il disparaît pour toujours. Et ça, c'était juste impossible. Nous, on y voyait aussi l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir, je dirais, une offre beaucoup plus globalisée sur la salle de bain et qui plus est, qui correspond à notre ADN. Donc effectivement, on s'est engagé dans un combat. C'est assez fou, parce qu'il faut reconnaître que sans marque, on est reparti comme une start-up. Heureusement qu'on a eu l'appui également, et je le dis haut et fort, l'appui de groupes français comme Saint-Gobain et le groupe Tereva qui nous ont appuyés dès le départ pour relancer l'activité. Et s'en est suivi, bien sûr, bien d'autres épisodes On est complexes. dans quel état d'esprit quand je me remets dans le contexte? Vous êtes à la tête d'une PME qui fonctionne bien. Bon, ça ronronne un peu puisque vous disiez on s'ennuie un peu. Et là, d'un coup, vous devez aller contacter des politiques, contacter des grands groupes avec pour mission de sauver une boîte française, une usine française. C'est quoi l'état d'esprit? On n'en dort plus? Il y a un challenge? On est comment? C'est beaucoup de sacrifices, véritablement, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de stress, qui plus est en plus dans une situation quand on sort de négociations, la guerre en Ukraine éclate, le prix de l'énergie explose et donc on est confronté à une réalité économique de terrain. On a été appuyé sur le lancement de cette société, enfin de ce nouveau projet à hauteur d'1,5 million par l'État, en sachant que nous on a mis 5 à 6 millions quand même sur la table. Autant vous dire qu'avec une année qui a explosé... C'est ça, je rappelle, on est en septembre 2021. Tout à fait. Donc cette acquisition de l'usine Jacob Delafont arrive à point nommé parce que vous pouvez rapatrier toute cette fabrication en France et en même temps la guerre en Ukraine éclate avec les prix du gaz qui explosent. Tout à fait. Et donc là, vous avez regretté à un moment donné ? Pas regretter, parce qu'on était toujours dans une logique de combat et de maintien des savoir-faire, mais une réalité économique, c'est-à-dire que dans notre business plan qui était le nôtre, qu'on respecte avec une année de retard, vous allez comprendre pourquoi, c'est que on savait que ce projet était viable, mais quand vous budgétisez une dépense énergétique de 400 000 euros et qu'elle explose et qu'elle passe à 4 millions, c'est plus du tout le même projet. Et effectivement, donc on a dû se mettre en ce que j'appelle en PLS pour pouvoir... D'où l'expression maintenant des jeunes. Bien sûr, en PLS pour pouvoir justement survivre, mais ça nous a permis de cette difficulté, on en a fait une force puisqu'on a développé énormément de produits qui nous ont permis, le moment venu, de ne proposer... plus être dépendant du gaz.
Alors ça, c'est encore, on y travaille. On y travaille. Fabrice Marcella, je vous vois prendre des notes non-stop. J'ai l'impression que vous êtes passionné par ce que nous raconte Tristan pour Kramer. Comme vous savez, Jacob je suis toujours très passionné par les entrepreneurs et j'observe souvent deux types de comportements chez les entrepreneurs. L'entrepreneur missionnaire et mercenaire. Et je pense que vous êtes plutôt dans la première catégorie. J'espère. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et avec cette envie de sauvegarder l'industrie française, le savoir-faire français, travailler sur la transmission familiale et la protection même de notre patrimoine. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous ennuyez actuellement? Parce que c'est peut-être l'occasion d'avoir un nouveau projet. Parce qu'on a l'impression que dès qu'ils s'ennuient dans la famille Rodriguez, on rachète une boîte. Oui, non, alors je vous confirme, on s'ennuie absolument pas. On a beaucoup de projets. Aujourd'hui, on a même un groupe familial avec d'autres activités immobilières, restauration. Donc la journée est quand même assez chargée. Ouais, je vous confirme. Ouais. Donc ça va, pour l'instant, on reste comme ça. On s'ennuie pas. Allez, vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Tristan Rodriguez, vice-président du groupe Kramer. C'était passionnant. Si vous nous rejoignez, vous pouvez réécouter l'émission en podcast depuis le début, parce qu'on parlait de ce sauvetage de cette usine Jacob de Lafont qui est emblématique et qui fait qu'on parle de vous aussi. Bien sûr, c'est un peu votre petite victoire, c'est votre signature. Une étape supplémentaire dans notre histoire. Ouais. Europe 1, 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la France Bouge. Comme chaque soir sur Europe 1, on met en avant ces belles entreprises françaises. Parfois vous les connaissez, parfois moins. Ce soir, c'est le groupe Kramer. C'est la référence de la salle de bain, référence de la robinetterie. Il y a près de 200 salariés. Nous sommes avec son vice-président Tristan Rodriguez, entreprise familiale. Bientôt, objectif fin 2026, vous nous l'avez dit tout à l'heure, 260 salariés. C'est 100% familial, Tristan Rodriguez? Ah oui, aujourd'hui 100% familial. Toute la famille travaille, votre soeur, votre frère, votre femme? Non, pas dans la partie industrielle, on est juste mon père et moi-même, mais la famille, on la retrouve dans d'autres branches, ouais, tout à fait, mais sur la partie industrielle. C'est important de travailler en famille? C'est primordial, c'est pas, ça peut faire peur à beaucoup. Quand ça se passe bien, mais au moins on a la chance de pouvoir se dire les choses franchement. Donc on a surtout la même vision. Donc effectivement, ça se passe bien de notre côté. Ça veut dire que le week-end, quand vous êtes ensemble, vous déjeunez, vous parlez boulot? On essaye au maximum de pas en parler parce que sinon ça devient beaucoup trop prenant. Ouais. Mais effectivement, on se fait une règle d'or de pas en parler à table, en tout cas quand on dîne ou déjeune ensemble. Ouais. Vous avez dit que vous avez fait vos classes là-bas. Est-ce que dès que vous avez pu travailler, vous êtes allé travailler là-bas? Vous avez suivi une formation particulière? Non, alors, au départ, moi je suis footballeur. J'étais en centre de formation de foot, alors rien à voir. Alors j'ai pas le talent de Mbappé, donc ça m'a éloigné des terrains, je veux dire. Mais quand vous dites que vous êtes footballeur, c'était professionnel? J'étais en centre de formation, voilà. C'est bien. Dire, mais c'était pour la petite anecdote, mais bon voilà, c'était ça remonte à loin. Et effectivement, je voyais aussi mon papa. Moi, j'ai continué mes études, j'ai fait des études de droit, et à un moment donné, j'ai été trop appelé et happé par l'entrepreneuriat, et c'est devenu une évidence. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas ce choix. Et quand vous avez sauvé l'usine Jacob de Lafont en 2021, donc ce fameux site de la Jurassienne de céramique française, l'idée, elle vient de vous, ou vous c'est quelque chose que vous aviez envie de porter? Alors je vois déjà le sourire narquois de mon père quand vous évoquez ça, parce que l'idée en fait c'est avant tout lui qui est venu avec cette info, et on s'est dit banco, on y va ou on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et on savait qu'on allait complexifier notre vie et que notre vie allait devenir très compliquée pour les prochaines années, alors que tout allait bien, et on a fait ce pari-là. Donc effectivement ça a été une décision collégiale, familiale, et entre mon père et moi-même, ouais, tout à fait. Alors on dit depuis le début de l'émission, votre spécialité c'est la salle de bain, ce sont ces matières, il y a les robinets, il y a aussi la céramique, ça c'est la partie haut de gamme de l'entreprise? En fait, l'ensemble de notre distribution est impacté par la fabrication de robinetterie et de céramique. C'est-à-dire qu'on est fabricant de MDD en robinetterie et céramique. Pour notre marque Kramer également dans la grande distribution, robinetterie et céramique, et le luxe effectivement avec Horus également sur et comment s'est passé 2025? Comment se porte le business? Parce que la salle de bain, une fois qu'on l'a changée, on ne va pas la changer tous les 2 mois. C'est qui vos clients? C'est les magasins, mais après c'est du B2B2C comme on dit. C'est pourquoi? C'est pour le particulier? Ce sont pour des hôtels? C'est quoi? On a absolument tout, et vous seriez étonné du nombre de robinets qu'on est capable d'expédier par an juste en France, parce que c'est 650 000 robinets à l'année, donc il faut dire à quel point ça se renouvelle. Ouais. Et aujourd'hui 150 000 pièces de céramique alors qu'on commence depuis 2 ans. Donc effectivement ça c'est sur l'ensemble de nos savoir-faire sur robinetterie et céramique. C'est donc soit le client final au travers des enseignes de bricolage, soit effectivement les groupes
les groupes comme je l'ai cité, Saint-Gobain et autres. Et sinon, effectivement, c'est plutôt le projet, l'architecte, décorateur d'intérieur, groupe hôtelier, procurement, enfin, etc. Et donc, comment va le business? Comment ça se passe? Vous êtes en croissance? Oui, on est en forte croissance, en très forte croissance. Aujourd'hui, on est sur des progressions de plus 30%. Sur la céramique, forcément, on part de zéro, donc effectivement, on ne peut que être en forte progression. Non, mais sur la robinetterie, par exemple? Oui, on est en forte progression, C'est fou, ça, porté aussi beaucoup par l'international. Ça représente quoi l'international dans votre business? Que 10% du chiffre d'affaires global du groupe, mais c'est 50% du chiffre d'affaires d'Aurus sur le luxe. Et on voit qu'il y a effectivement des perspectives. Vous disiez tout à l'heure, mais je reviens des États-Unis avec des marchés vraiment colossaux, une énergie incroyable et un petit peu partout dans le monde. Il faut quand même se situer. La France représente que 2,5% du marché mondial. Mais effectivement, on est en progression, porté par l'IMDD, porté par une stratégie, je dirais, complémentaire, à la fois sur du volume et sur de la montée en gamme avec nos marques propres, en fait. Fabrice Marcella. Oui, j'avais une question à propos des tarifs des robinets. J'ai toujours le sentiment que c'était des tarifs très élevés. Oui, c'est vrai. J'ai toujours, et en fait, la question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce qui faisait le prix? Qu'est-ce qui justifie? C'est le design, c'est la marque, c'est le mécanisme, c'est la matière. Enfin voilà, comment se font les prix des robinets? Alors nous, en plus, on se place, notamment si on part, ce que vous avez l'habitude de voir, par exemple, dans les enseignes de bricolage. Voilà, j'imagine, si on se base là-dessus. Nous, on est plutôt sur le moyenne gamme, donc en dessous, on va dire, du premium, etc. Le prix s'explique bien évidemment par la qualité de fabrication, avec un chrome qui répond aux exigences, on va dire, les plus élevées. Ouais. On a aussi l'aspect normatif, puisqu'on doit répondre à des normes ACS, attestation de conformité sanitaire, et également NF. Et après, avec des normes d'acoustique, d'usure. Enfin bref, il y a énormément de couches sanitaires, puisque effectivement, vous êtes quand même en contact ensuite avec l'eau. Et ça, entre un produit premier prix et un produit, je dirais, moyenne gamme, il y a une énorme différence qui explique forcément le prix. Vous vous préoccupez de la consommation d'eau? Bien sûr, nous, notamment sur les cartouches en fait de nos robinets, puisqu'on garantit des économies d'eau substantielles et vraiment très très importantes au niveau de l'économie, enfin au niveau des foyers. On peut, si je vous donne l'argument en fait que vous allez économiser 300-400 euros à la fin de l'année, voilà. Vous voyez, donc c'est aussi ces cartouches qui impliquent aussi des économies d'eau et d'énergie également. Europe 1, 21h, 22h, la France bouge. Elisabeth Assayag. Mais dans l'âme, c'est une artiste, et chaque jour elle entre en piste. Elle est de celles qui ne peuvent pas s'empêcher, comme un délicieux péché tous les matins, d'élever sa voix frileuse et de se la jouer Govenser, la chanteuse de salle de bain. Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France bouge. Oui, ce soir, comme chaque soir sur Europe 1, on découvre une entreprise française, donc on vous met une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance. Ce soir, j'ai la joie d'être avec Tristan Rodriguez, le vice-président du groupe Kramer. Alors, vous connaissez peut-être pas, et pourtant, c'est la référence dans le marché de la salle de bain, notamment dans le marché du luxe de la robinetterie avec Aurus. Donc, vous vous adressez aussi bien pour des prix d'entrée de gamme, mais aussi dans le très grand luxe pour la partie Aurus. Tout à fait, oui. C'est ça. Autre chose importante qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que c'est une entreprise française familiale, mais aussi entreprise du patrimoine vivant. C'est important pour vous d'être labellisé par le label EPV? Oui, très très important. Pourquoi? Alors, faut savoir ce que c'est le label EPV. Déjà, c'est le seul label d'État qui est décerné par le gouvernement au travers des préfets de région, qui regroupe aujourd'hui 1400 entreprises pour 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 69 000 emplois. Enfin voilà, c'est tout un écosystème et qui vient regrouper, je dirais, les plus belles entreprises françaises qui ont un savoir-faire d'exception ou reconnu comme un savoir-faire d'excellence pour la France. C'est grâce à quoi que vous avez obtenu le label EPV? Est-ce que c'est parce que vous avez acquis Jacob Delafont? C'est Aurus? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé dans la cour du label EPV? Alors au départ, c'est par Aurus. C'est par le rachat d'Aurus qui était déjà labellisé EPV. Il faut savoir que le label est renouvelé tous les 5 ans. Et en fait, tout simplement, il suffit de candidater. Alors c'est des critères extrêmement soutenus et exigeants. Et donc Aurus a régulièrement renouvelé son label. Et depuis quelques mois, effectivement, la Jurassienne de céramike est également labellisée entreprise du patrimoine vivant. Donc, et je crois que vous allez être récompensé en plus bientôt par tout ça? Oui, alors c'est un prix, c'est important de le noter aussi. Oui, alors c'est surtout pour les équipes et puis pour nous, mais le 11 mars prochain, nous recevrons donc la Palme d'Or du Comité de France, qui est un peu la Légion d'honneur des entreprises, au Sénat, remise par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est notre ex-premier ministre, monsieur Jean-Pierre Raffarin. Ouais. Est-ce que des entreprises dans cet univers de la robinetterie, est-ce qu'il y en a beaucoup en France? En fait, ma question, c'est est-ce que vous avez beaucoup de concurrents?
Alors en France, il y en a très peu. Ouais, On est les derniers donc vous êtes en train de français. préserver un savoir-faire. Alors en tant que robinétier, il en reste. Vous avez d'autres confrères qui sont présents en France, mais qui sont sur des tailles beaucoup plus petites. Après, robinétier et céramique, nous sommes les derniers. Voilà, tout simplement. Vous êtes les derniers ? Les derniers en France, oui, tout à fait. Les derniers français. En tout cas, pas sur le marché français. Mais quelle responsabilité ! Écoutez, oui, c'est une responsabilité, et surtout un devoir. C'est d'où l'importance ce que j'évoquais tout à l'heure aussi de transmettre ces savoir-faire. En tant que chef d'entreprise, nous avons aucun ego surdimensionné à nous dire que c'est nous qui avons sauvé le site, mais c'est surtout de transmettre ces savoir-faire. Quand vous regardez l'histoire de la Jurassienne de céramique, aujourd'hui, nous avons des salariés qui sont issus de la 5e, 6e génération. Donc, il faut que ça perdure après nous. Donc, effectivement, il y a une responsabilité d'intégrer ce genre de savoir-faire, mais aussi une responsabilité sur la transmission aussi qui doit perdurer. Donc pour recruter, ça ne doit pas être évident, parce que quand vous parlez de transmission, ça veut dire qu'il faut les former. Ce sont quels types de métiers pour ce savoir-faire particulier ? Alors c'est souvent des métiers qu'on appelle orphelins de formation, c'est-à-dire qu'on les apprend sur le tas, c'est-à-dire c'est en venant à l'usine. Et effectivement, vous avez souligné un point très important, c'est aujourd'hui la complexité de recruter. Moi, je suis issu d'une génération où on nous a dit que si tu travaillais pas bien à l'école, en fait, tu finirais à l'usine ou dans les ateliers. C'est juste insupportable, alors que l'industrie est capable d'histoires et d'évolutions inter-entreprises qui sont tout à fait incroyables. Donc, et j'en suis la preuve, et j'en ai plein d'autres au sein du groupe Kramer. Mais aujourd'hui, l'industrie manque et a besoin de cet élan de jeunesse et puis d'appétence pour nos métiers. Ouais. Donc, vous avez mis en place des programmes de formation, ou c'est une fois que vous les recrutez, il y a un moment de 2, 3, 4 semaines de formation ? Alors c'est principalement du recrutement interne, mais j'y travaille aussi en tant qu'entrepreneur, puisque très impliqué, vous parlez du label EPV, mais très impliqué aussi au sein du réseau Excellence EPV, où nous travaillons aussi à redorer et à fédérer un maximum de dispositifs déjà existants ou d'autres à créer, pour pouvoir justement attirer un maximum de savoir-faire, enfin de jeunes et de nouvelles personnes en fait pour composer nos équipes dans les prochaines années en fait. Ouais. Allez, c'est le moment du quiz de la France Bouge qui est élaboré, il est sur mesure chaque soir par César Dian. Tristan Rodriguez, vous visez 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce l'international ou le Made in France qui va y conduire ? Plutôt un mix des deux. La marque Horus, la marque haut de gamme, doit-elle devenir un symbole du design Made in France à l'étranger ? Oui, tout à fait. Un moment où vous avez vraiment été fier d'un projet industriel mené par votre équipe ? Le relancement de l'usine de la Jurassienne de céramique, ouais, tout à fait. Jacob Delafont. Ex-Jacob Delafont. Dans votre entourage, on vous identifie plus comme créatif ou stratégique ? Stratégique, ouais. Si vous n'étiez pas dans l'industrie, vous feriez quoi ? Je travaillerais chez Europe 1. Venez, je sais pas, honnêtement, il y a toujours des choses à faire, il y a plein de boulot. Aucune idée. Si vous n'étiez pas dans l'industrie, vous feriez quoi ? Vous venez de répondre. Votre meilleur antidote contre le stress lors d'une négociation compliquée ? Bonne question. Relativiser quand même sur l'impact et les enjeux, on va dire, de ce que nous faisons. Oui. Un conseil que vous donneriez à votre jeune vous avant d'entrer dans le groupe ? Continuer à y croire, perdurer et surtout être très régulier. Je pense que c'est quoi être régulier ? Alors régulier, je pense que c'est justement, on attend souvent des chefs d'entreprise de devenir performants, mais je pense que c'est plutôt la régularité et la constance, bien sûr, qui permet de réussir, surtout dans l'entrepreneuriat et surtout aujourd'hui en France. Ouais. On a fait un petit peu le tour de France ce soir de toutes ces belles entreprises françaises. Tristan Rodriguez, c'est déjà la fin de l'émission. Ça passe beaucoup trop vite. On était très contents de découvrir le groupe Kramer. Je rappelle que vous en êtes le vice-président. Merci à Victor Olivier, cofondateur de Skouma Water, et bonne chance. Merci à Fabrice Marcella. Merci beaucoup. L'inégalable Fabrice Marcella pour ses précieux conseils. Directeur de la Banque des Startups chez LCL. Dans un instant, c'est le journal de 22h. Excellente soirée à tous et à tous sur Europe